Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 7h sur Canal 7, la télévision panafricaine. De la politique à l'ouverture de ce journal en Tanzanie, où les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont réunis pour un sommet sur la crise burundaise. Au finish, ils ont désigné l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa comme le nouveau médiateur dans la crise burundaise. Suivons Dina Koussou pour les détails dans ce reportage. Une fois de plus, la crise burundaise au cœur d'un sommet de haut niveau des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Réunis à Arusha dans le nord-est de la Tanzanie, les présidents de l'Afrique de l'Est ont unanimement nommé l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa comme facilitateur de la crise burundaise. Il aura pour tâche de favoriser la reprise du dialogue entre le pouvoir burundais et son opposition. Un poste qui a été créé pour soulager le président ougandais Yoweri Museveni qui continue officiellement à être le principal médiateur dans cette crise. C'est une annonce rendue officielle par John Magufuli, l'actuel président tanzanien et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, au cours d'une cérémonie organisée en plein cœur de la capitale tanzanienne, en présence des chefs d'État kenyans, ougandais et rwandais. Rappelons que Benjamin Mkapa, 77 ans, a été président de la Tanzanie de 1995 à 2005, alors que son pays abritait jusqu'à 1 million de réfugiés burundais ayant fui la guerre civile qui a endeuillé le Burundi de 1993 à 2006. À cette époque, la Tanzanie était accusée d'abriter les rebelles hutus burundais, dont ceux du CNDD-FDD, l'actuel parti du président Pierre Nkurunziza, durant la lutte contre une armée dominée par la minorité Tutsi. Restons sur le volet diplomatique, ou plutôt que politique de ce journal. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé à Ouagadougou pour une visite officielle, visite au cours de laquelle le premier diplomate du monde veut féliciter le Burkina Faso pour sa sortie réussie dans la transition. Marie Biogo nous en parle. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a foulé le sol burkinabé pour une visite officielle de 48 heures. Par cette visite, le numéro 1 de l'ONU voudrait féliciter le président burkinabé Christian Kaboré et le peuple du Burkina tout entier pour la gestion réussie de la transition politique et l'organisation d'élections paisibles et démocratiques, a indiqué un communiqué de l'ONU. Au cours de cette visite, Ban Ki-moon devrait s'entretenir avec plusieurs personnalités, dont le président du Faso. Il visitera également des réalisations socio-économiques, comme l'unité de réhabilitation nutritionnelle des enfants au centre médical Chifra et l'unité de prise en charge pédiatrique du VIH-Sida à l'hôpital Saint-Camille. La justice, avec les dossiers de la mort de Thomas Sankara et du putsch raté de septembre dernier, pourrait également être au menu des échanges. La question de la sécurité dans la sous-région, avec les récentes attaques de Ouagadougou, ne sera pas exclue. Cette visite, qui vient renforcer les liens entre ce pays d'Afrique de l'Ouest et l'Organisation des Nations Unies, témoigne de l'intensité de cette coopération bilatérale et de la volonté de la communauté internationale de voir les institutions du Burkina Faso fonctionner à nouveau. Parlons de politique à présent à Kinshasa. Certaines associations de la société civile congolaise se sont déclarées prêtes à soutenir le dialogue politique initié par le chef de l'exécutif Joseph Kabila. Pour témoigner leur adhésion à cette initiative du président congolais, ces organisations ont invité leurs adhérents à une marche pour la paix ce samedi 5 mars. Dina Koussou pour les détails. Nous demandons que tout le monde puisse se mettre autour d'une table, qu'ils parlent parce que ce sont des Congolais qui se parlent. Comme ça, demain, on peut organiser des élections apaisées, des élections qui ne vont pas amener la guerre après. C'est une partie de la déclaration du porte-parole de la plateforme Société Civile dans sa diversité en République démocratique du Congo. Après avoir décidé de soutenir le dialogue national convoqué par le chef de l'État congolais Joseph Kabila, les associations congolaises, par la voix de leur porte-parole, ont annoncé la tenue prochaine d'une marche pour la paix ce samedi 5 mars, une décision qui vise à inviter les différentes parties à l'apaisement pour le bien-être du peuple congolais. Même si cette marche inquiète certaines organisations congolaises de défense des droits de l'homme, selon les organisateurs, elle sera une prière pour la paix et une façon de renvoyer face à face la majorité et l'opposition. Une initiative qui suscite de la méfiance dans certains milieux congolais en raison des anciennes appartenances politiques des organisateurs au
Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le parti présidentiel. Actuellement, seules les manifestations de soutien à la majorité aux initiatives du président Kabila sont autorisées en République démocratique du Congo, un fait que dénoncent des organisations de défense des droits de l'homme. Cette situation constitue un deux poids, deux mesures selon les Nations Unies, même si cet avis est fortement refuté par le gouvernement de Kinshasa. Restons sur ces actualités politiques avec le Gabon en bref et en images. Après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle à venir, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a reçu les encouragements ou encore le soutien des femmes de sa formation politique hier mercredi en présence de plusieurs cadres du Parti démocratique gabonais. Une énième motion de soutien qui confirme l'attachement inconditionnel du PDG au candidat Ali Bongo Ondimba. La secrétaire adjointe et coordinatrice de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, Christelle Limbourg Iwanga, a témoigné sa gratitude à Ali Bongo pour avoir consacré la décennie de la femme gabonaise de 2015 à 2025. Une attention renouvelée, selon elle, par la place de choix accordée à la femme dans sa vision d'action pour le nouveau septennat. Nous y reviendrons au courant de la prochaine édition de la journée. Toujours au Gabon, la deuxième chambre du Parlement a ouvert officiellement sa première session ordinaire de la 4e législature du Sénat, un événement qui a vu la présence du Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, des présidents des institutions constitutionnelles et des représentants internationaux. Marie Biogou était sur place accompagnée de Christian Moussouami. L'exécution de l'hymne national a ouvert officiellement la session ordinaire de la Haute Chambre du Parlement au Gabon. Une cérémonie annuelle marquée par l'allocution de la présidente du Sénat. Particulièrement agréable en ce premier jour ouvrable du mois de mars 2016 de procéder à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016, dite session administrative, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution. Soyez, Excellences, Mesdames et Messieurs, les bienvenus dans cet hémicycle Georges Rahuiri. Au nom de l'ensemble des sénateurs, recevez nos chaleureuses salutations et nos sincères remerciements pour avoir pris part à cette séance solennelle. Lucie Milebou-Aubusson, épouse Mboussou, a également évoqué les questions liées à l'organisation du prochain scrutin présidentiel. 2016 est une année marquée par deux scrutins majeurs, l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais ici féliciter le gouvernement qui, dans les temps prescrits, a lancé la phase préélectorale des scrutins à venir avec la révision du fichier électoral. Outre ces observations, la présidente du Sénat a évoqué les questions d'ordre économique. La direction de l'Égypte peut parler de justice sur un fonds politique accusé de financer la confrérie interdite des frères musulmans en Égypte. L'ancien international du club Kariot Al-Ali Mohamed Aboutrika pourrait être enquêté par le parquet égyptien. Mamadou Niang nous en parle dans ce reportage. Le parquet égyptien va enquêter sur l'ex-star du football égyptien Mohamed Aboutrika, accusé de financer la confrérie interdite des frères musulmans et dont les parts de sa société avaient été saisies en 2015. Les autorités avaient saisi en mai 2015 les actions de l'ex-star du football égyptien dans sa propre agence de voyage qu'il a cofondée en 2013. Dans un entretien avec le journal gouvernemental Al-Ahram, publié quelques jours après la saisie, Aboutrika avait lié que sa société, ou même ses partenaires, ait financé la confrérie islamique placée en 2013, organisation terroriste, par les autorités égyptiennes qui accusent le groupe d'Est derrière les attentats djihadistes secouant le pays depuis l'éviction par l'armée du président Mohamed Morsi. Mohamed Aboutrika, l'un des meilleurs footballeurs africains de son époque, avait publiquement apporté lors de la campagne présidentielle 2012 son soutien à Mohamed Morsi, renversé en juillet 2013. Le joueur qui a également brillé en sélection nationale, auteur du but vainqueur en finale de la CAN 2008 face au Cameroun, a pris sa retraite en 2013 et n'a depuis fait aucune déclaration politique en public.
En bref et en image au Mali, à l'issue de sa 6e mission au Mali, l'expert indépendant de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme s'est réjoui des progrès dans le processus de paix, mais déplore l'insécurité persistante, notamment dans le nord du pays, qui empêche les procédures judiciaires sur les violences des droits de l'homme d'aboutir. Il s'exprimait hier mercredi lors d'une conférence de presse. Écoutons à cet effet un extrait de ses propos. D'abord, j'ai noté un certain progrès dans le processus de paix, dans la mesure où les signataires, le gouvernement malien et les groupes armés, se sont mis d'accord pour accélérer la mise en place des mesures de sécurité et des mesures de régionalisation qui étaient en train de bloquer le déploiement de ce processus et les mesures nécessaires pour l'appliquer. La situation sur place demeure très préoccupante. Il y a beaucoup d'insécurité dans le nord du Mali et dans le centre maintenant. Et c'est seulement avec le déploiement et le retour de l'État partout sur le territoire national que les droits des citoyens peuvent être mieux protégés, leur accès à la justice peut être garanti. Les instances juridiques du nord du pays ne sont pas encore en mesure d'accomplir leurs tâches, de vraiment connaître les violations graves des droits de l'homme qui ont eu lieu au Mali et qui continuent d'avoir lieu au nord du pays. La page santé de ce journal s'ouvre à présent. Les paramédicaux des hôpitaux de Bangui, la capitale centrafricaine, sont entrés en grève de 3 jours. La page santé de ce journal s'ouvre à présent. Les paramédicaux des hôpitaux de Bangui, la capitale centrafricaine, sont entrés en grève de 3 jours. Ces derniers revendiquent les primes de risque et l'application du décret concernant le statut général de la fonction publique en leur faveur. Judith Kondo nous en parle dans ce reportage. Un service minimum est mis en place. Les paramédicaux des hôpitaux de Bangui réclament du gouvernement l'application du décret présidentiel concernant le statut général de la fonction publique et le paiement des frais de risque de travail. Les techniciens supérieurs de laboratoire et syndicalistes à l'hôpital communautaire de Bangui ont décidé de suspendre leurs activités temporairement. Aussi ont-ils appelé les parents et les malades admis dans cette structure sanitaire à garder leur calme car le service minimum est fonctionnel. Certes, les effets de la grève ne sont pas encore accentués, mais dans les jours à venir, le mouvement pourra se corser. Rappelons que la grève des paramédicaux a été annoncée le 25 février dernier. Cette cessation temporaire de service pourrait être renouvelée en cas d'insatisfaction. Toujours en santé, mais cette fois au Gabon, où le vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévention sociale et de la solidarité nationale a procédé hier mercredi au lancement officiel d'une opération d'hygiène au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Marie Biogou et Rodrigue Simangoy étaient sur place. Avec pour objectif d'assainir l'environnement sanitaire gabonais, une journée d'hygiène a été lancée par le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Et au cours de cette journée citoyenne, celle-ci précisément, nous avons choisi pour thème l'environnement. Donc la tente de l'herbe, le curage du caniveau, le vidangeage des fosses septiques et puis le nettoyage de l'incinérateur. Et ce sont des journées que nous comptons pérenniser, c'est-à-dire le mois prochain, il y aura une autre édition jusqu'en décembre et nous allons reprogrammer celle de 2017. Le premier responsable de la santé au Gabon a par ailleurs énoncé les avancées notoires constatées dans le secteur en vue de la décrispation du climat de tension qui y prévalait. Le gouvernement a annoncé des mesures en faveur du secteur santé qui répondent, de mon point de vue, de manière pleine à plusieurs de leurs revendications, paiement de la PIP fixé au 30 avril, règlement en une seule tranche, accord pour les concours professionnels. On a même demandé, le ministre de la fonction publique a même demandé qu'il y ait des groupes conjoints santé et fonction publique pour voir les modalités pratiques de ces concours. Enfin, je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait de la manière la plus
transparente possible. Les autorités sanitaires du pays ont l'ambition de perpétrer cette journée d'hygiène qui s'inscrit en parallèle de la journée citoyenne instituée tous les premiers mercredis de chaque mois. Parlons des sociétés, cette fois au Sénégal. Dans un rapport publié hier, l'organe international de contrôle des stupéfiants, abrégé OICS, rattaché à l'ONU, a affirmé que l'Afrique reste une zone clé du marché mondial des drogues. L'ONU et l'OICS ont décidé d'aider les gouvernements africains à renforcer leur capacité dans la lutte contre ces fléaux. Judith Kondo nous en parle. Ce rapport annuel présenté à Dakar par Eric van der Veen, coordinateur pour le Sahel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, indique que l'Afrique demeure l'une des principales zones de trafic de drogue. L'organe constate dans son rapport une augmentation du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe via l'Afrique de l'Ouest. Le trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe qui transite par l'Afrique c'est globalement accru et la cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud transite principalement par l'Afrique de l'Ouest avant d'aller vers l'Europe. En provenance d'Amérique du Sud, la cocaïne reste un souci majeur pour l'organe qui décide avec l'appui de l'ONU de venir en aide au gouvernement africain pour lutter contre ce fléau. C'est tout à fait vrai que le problème qui se pose par exemple au Mali dépasse pour l'instant les capacités nationales. Donc cette présence internationale est là, entre autres aussi pour renforcer les capacités du gouvernement qui est l'acteur principal pour lutter contre le phénomène. Le rapport relève par ailleurs que le trafic et la consommation de drogue en Afrique augmentent alors que les personnes qui en souffrent ne peuvent prétendre à un traitement. Chaque année, en Afrique, seule une personne sur 18 souffrant de troubles liés à l'usage de la drogue ou de dépendance en bénéficie. Environnement pour la suite de cette édition d'information matinale. Menacés par les braconnages, les rhinocéros sont désormais protégés. En effet, un enrichissime homme d'affaires sud-africain se consacre à sa passion en protégeant 1200 rhinocéros 24/24 avec une armée privée. Il se bat aussi pour la levée de l'interdiction du commerce international des cornes des rhinocéros en vigueur depuis 1977. Des précisions dans ce reportage de Judith Koendo. Ce pachyderme est menacé par le braconnage en raison de sa corne vendue au marché noir et qui s'arrache à 60 000 $ le kilo et la forte demande émane de l'Asie. Une situation dénoncée par John Hume, richissime homme d'affaires sud-africain qui a décidé de sauver cette espèce. Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros. Pour décourager les braconniers, le rhinocéros est décorné dans cette immense ferme sud-africaine. Quand nous coupons la corne, nous faisons attention à ne pas du tout toucher la partie sensible. À l'endroit où on coupe, il n'y a pas de vaisseau sanguin, pas de nerfs, donc ça ne peut pas être douloureux. C'est comme se couper les ongles ou les cheveux, par exemple. Soulignant que l'homme d'affaires sud-africain entend mener des démarches pour interdire le commerce international des cornes de rhinocéros en vigueur depuis 1977. Il a obtenu fin 2015 la levée d'un moratoire pour l'Afrique du Sud, première étape, selon lui, dans son combat. Du coup, ses détracteurs lui prêtent avant tout des visées mercantiles. Pour ouvrir son ranch en 2008, John Hume a vendu ses hôtels. Il emploie aujourd'hui une 60aine de personnes, sans compter son armée, dont il ne dévoile pas le nombre. Sport, football au Gabon. Depuis 2 semaines, la commune de Port-Gentil vibre au rythme du championnat provincial de 3e division. Et pour le compte de la 2e journée du dit championnat, le Sporting Club de Port-Gentil a laminé son homologue de Dynamo sur une marque de 8-0. Suivons les précisions dans ce reportage de Armel Jombogo sur les images d'Alexis Nia.
Avant cette rencontre qui a opposé l'association sportive de l'Ogooué-Maritime en bleu à celle de la jeunesse athlétique de Port-Gentil en jaune au stade de l'école de football de la capitale marigovéenne avec une victoire de 2-0 en faveur des premiers cités, le Sporting Club de Port-Gentil, leader depuis la première journée, n'a fait qu'une bouchée du club de Dynamo en lui infligeant un sévère 8-0. Toutes les équipes se valent, mais bon, on ne va pas juger les équipes à la deuxième journée. La première, nous avons gagné contre ce que je peux appeler notre rival. Nous avons gagné 4-0. Et là, c'est le second match, donc on ne peut pas juger déjà le niveau du championnat maintenant. Bon, il n'y a pas de différence à mon avis, parce que le championnat qui se passait à l'époque, ce n'est plus comme aujourd'hui. Je pourrais dire ici présentement que ça a vraiment baissé son niveau. Heureux comme tout, le capitaine du Sporting nourrit des ambitions personnelles. Pouvoir travailler et être, pourquoi pas, international, parce que tout jeune Gabonais travaillant et ayant cette nationalité aspire à être international gabonais et jouer professionnel. Pourtant, cette correction n'est pas une fatalité pour l'entraîneur du Dynamo. Du moment donné que les autres sont depuis dans la compétition. Nous en fait, on a fait des choses à la hâte, donc un peu vite. Donc en fait, l'équipe n'est pas encore constituée en tant que telle. Donc nous essayons encore de rafistoler. Juste quand on trouvera une équipe type. De toutes les façons, avec le temps, je pense que ça ira. Bien qu'en n'étant qu'à la deuxième journée du championnat, le Sporting Club de Port-Gentil vient là de prendre une sérieuse option pour la conquête du titre et l'accession en division supérieure. Toujours en sport, cette fois en Algérie, la 16e édition du marathon international sahraoui vient de se terminer. Et pour la circonstance, c'est la ville de Tindouf qui a vu se réunir des dizaines de coureurs venus des 4 coins du monde. Une fois de plus, retrouvons la voix d'Armel Jouambogo. De l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Europe, des milliers de personnes ont participé à la 16e édition du marathon du Sahara occidental. Ce challenge annuel devenu traditionnel est également un soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et son droit à l'autodétermination. C'est plus qu'un marathon, il est différent des autres marathons que j'ai faits et c'est très intéressant de communiquer avec les familles qui nous accueillent et d'en savoir plus sur la vie des réfugiés. On peut aussi faire quelque chose pour eux. Je pense que c'est très significatif. Les hommes politiques n'étaient pas en reste dans ce grand rassemblement. Ce marathon est d'après moi un message à la communauté internationale et aussi un message au Maroc. En tant que Sahraoui, on croit que notre victoire est certaine et inévitable et nous continuerons notre combat pacifiste pour atteindre cet objectif. Ils ne sont pas venus ici pour la compétition, pour prétendre à la première place, mais pour montrer leur solidarité au peuple sahraoui et avec la réalité de la vie des réfugiés, avec ces conditions humaines compliquées et cette situation politique compliquée. À l'instar de la cause sahraoui, bon nombre d'athlètes pensent qu'il est de leur devoir de se solidariser pour des causes justes. Ils ont donc souligné leur satisfaction quant à la célébration du 40e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique aux côtés du peuple sahraoui. Et dans le cadre du supplément de ce 7h, Amel Jouambogo était sur le plateau du 20h d'Abdelaziz Maïga hier soir pour nous parler de l'Afrique de l'Ouest qui devient la zone clé du trafic de cocaïne. Regardez. Ahmed Jouambogo, bonsoir. Aziz Maïga, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et aujourd'hui vous nous parlez de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui la porte par laquelle passe la drogue pour aller en Europe? Bon, il faut d'abord noter qu'il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique dans son entièreté est devenue aujourd'hui la zone de trafic clé, n'est-ce pas, du marché mondial de la drogue. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que nous disposons encore de façon générale des dirigeants, n'est-ce pas, qui sont assez corruptibles. Nous disposons de personnes politique pas assez avérée, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir bon devant ce qu'on a coutume d'appeler le nerf de la guerre, l'argent. Ce n'est qu'à cause de l'argent. Vous vous rendez compte que lorsque ces drogues arrivent en Afrique, elles passent forcément, n'est-ce pas,
par les ports qui sont gardés et bien gardés, n'est-ce pas, par certaines organisations bien ficelées. Alors, monnayant, n'est-ce pas, de l'argent, on laisse passer ces drogues parce qu'effectivement, l'Afrique est encore sous ce coup. Il vous souviendra cette affaire en Amérique latine où deux pilotes français, l'avion de deux pilotes français avait été arraisonné parce qu'ils trafiquaient ces derniers, n'est-ce pas, enfin, ils transportaient de la drogue, des caisses, des valises, des mallettes de drogue. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement français a repris la chose parce qu'on ne sait pas par comment ces derniers se sont retrouvés en France. C'est dire qu'il y a des gros bonnets qui sont derrière ce trafic de drogue. Et tant qu'il y aura une influence assez avérée sur les dirigeants, certains, pas tous, parce qu'il y a beaucoup aussi qui essaient de faire l'effort effectivement d'annihiler ce trafic de drogue. Mais lorsqu'il y aura toujours la mainmise sur ces dirigeants, on connaîtra toujours, n'est-ce pas, cette ouverture. Ahmed Djemogo, face à cette situation, que peuvent faire les dirigeants des pays ciblés aujourd'hui pour lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène vraiment en Afrique de l'Est? À l'exemple de certains chefs d'État, n'est-ce pas, mettre des mécanismes en place effectivement pour penser d'abord au bien-être, lutter contre la corruption. C'est un des éléments forts, lutter contre la corruption, penser au peuple. Parce que cette drogue, lorsqu'elle arrive, c'est vrai, vous avez mentionné le fait qu'elle passe à l'Europe après, mais elle empoisonne l'Afrique. Et aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de vices. Rien qu'à regarder au niveau de l'Afrique centrale, tout ce qui se passe effectivement comme problème dû à cette drogue. Donc il faut que nos gouvernants prennent la chose à bras le corps, que nos gouvernants résistent effectivement à ces gros bonnets, à ces monnayeurs de fonds qui viennent effectivement acheter leur conscience. Je pense qu'en trouvant des mécanismes pour pallier à cela, et en étant solidaire, parce que par exemple, quand vous voyez la corne, quand vous voyez la zone du Congo, du bassin du Congo, vous allez vous rendre compte que les présidents, les chefs d'État ne sont pas aussi assez solitaires. Il y a certains pays effectivement qui arrivent à bloquer ce trafic, mais il y a d'autres qui le laissent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information matinale sur Canal 7 de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes où que vous soyez sur le continent.